Ils ont dit que le travail était simple. Change les bandages, administre les médicaments et jamais le regarder dans l'œil. Ils ont dit que la paie pouvait effacer une vie de dette en 1 mois. Mais ils ne m'ont pas dit pourquoi les 3 dernières infirmières ont disparu sans une trace. Ils ne m'ont pas dit que mon patient n'était pas juste un homme. Il était Nikolai Vulov, le fantôme du monde souterrain de Seattle. Un homme qui voyait la miséricorde comme une faiblesse et l'affection comme une sentence de mort. J'ai marché dans la fosse aux lions pour sauver mon père. Mais pour survivre la nuit, je devais faire la seule chose explicitement interdite dans mon contrat. Je devais briser les règles. La pluie à Seattle n'a pas lavé les choses propres. Elle a juste rendu la crasse plus glissante. Clara Mitchell se tenait sous l'auvent d'une bodega en ruine à Pioneer Square, fixant l'écran de son iPhone fissuré. La notification bancaire était rouge vif, fond insuffisant. Derrière cette notification se trouvait un message texte d'un numéro listé seulement comme inconnu. Vous avez 48 heures, Clara. Ou nous prenons l'autre jambe du vieil homme. Son père, Jeffrey, était actuellement assis dans un fauteuil roulant dans leur studio, soignant d'un tibia cassé de la dernière fois qu'il avait manqué un paiement aux requins de prêts locaux. Il n'était pas un mauvais homme, juste un homme avec une addiction aux lumières clignotantes des machines à sous qui était plus grande que son amour pour l'autopréservation. Clara a resserré sa prise sur son parapluie. Elle avait 26 ans, une infirmière diplômée avec certification en traumatologie du Harborview Medical Center, et elle se noyait. Harborview était un endroit prestigieux où travailler, mais la paie ne couvrait pas les taux d'intérêt vigoureux que les requins chargeaient. Elle avait besoin d'un miracle ou d'un crime. Son téléphone a vibré. Ce n'était pas les requins. C'était un numéro privé. Mademoiselle Mitchell, la voix était profonde, douce et totalement dépourvue de chaleur. Parlant. C'est Silas Vane. Vous avez postulé pour le poste de soins privés listé sur le forum du Dark Web. Vous avez un entretien dans 1 heure. Une voiture attend au coin de seconde et yessa. Ne soyez pas en retard. Cela est devenu mort. L'estomac de Clara s'est tordu. Elle n'avait pas postulé sur un forum du Dark Web. Elle avait chuchoté son désespoir à un aide-soignant louche à l'hôpital qui affirmait connaître des gens qui payaient en espèces pour un travail médical discret. Apparemment, le mot voyageait vite dans le monde souterrain. Elle ne devrait pas aller. Chaque instinct a crié que c'était comme cela que les gens finissaient sur le côté d'un carton de lait. Mais alors elle a pensé à son père, grimaçant de douleur parce qu'il ne pouvait pas se permettre les bons analgésiques. Elle a marché jusqu'au coin. La voiture était d'un Mercedes G-Wagon noir mat tournant au ralenti silencieusement. Les fenêtres étaient teintées si sombres qu'elles ressemblaient à des nappes de pétrole. La porte arrière s'est ouverte en cliquant. Clara est entrée. Le chauffeur n'a pas parlé. L'intérieur sentait le cuir cher et l'huile d'arme à feu. Ils ont conduit pendant 2 heures, quittant les limites de la ville, se dirigeant profondément dans les contreforts de la cascade où les arbres poussaient épais et le service cellulaire est mort. Ils sont arrivés à un portail qui ressemblait plus à l'entrée d'un site noir militaire qu'à une maison. Clôture de fer de doucité surmontée de barbelés. Caméras aux yeux rouges clignotants ont pivoté pour suivre la voiture. Le portail a gémi en s'ouvrant, révélant un manoir en béton brutaliste, tentaculaire en porte-à-faux, sur une rivière impétueuse. À l'intérieur, Claire Herrera a été escortée dans un bureau qui était plus froid que la pluie dehors. Silas Vane se tenait près de la cheminée. C'était un homme fait d'angles vifs, portant un costume qui coûtait plus cher que les frais de scolarité de l'école de médecine de Clara Herrera. Il n'a pas offert une main. Il a glissé un morceau de papier sur le bureau en acajou. Accord de non-divulgation, a dit Silas. Vous signez, vous travaillez, vous parlez, vous mourrez. C'est légalement contraignant, mais nous préférons des méthodes plus anciennes d'application. Clara a ramassé le stylo. Sa main n'a pas tremblé. Qui est le patient? Monsieur Vulov, a dit Silas, regardant ses yeux pour une réaction. Clara s'est figée. Tout le monde à Seattle connaissait le nom Vulov. Pas des nouvelles.
Les nouvelles étaient trop effrayées pour l'imprimer, mais des chuchotements, Nikolai Vulov, le chef de la Bratva Fulov, ils ont dit qu'il contrôlait les ports. Ils ont dit qu'il avait nourri un rival au cochon à Snohomish. Il a été abattu il y a 3 semaines, et continuait Silas, indifférent à sa peur. La balle a été retirée, mais la plaie est compliquée. Le risque d'infection est élevé. Son tempérament est mauvais. La dernière infirmière est partie après 2 jours. Partie, a demandé Clara. Elle a été escortée dehors en larmes. Elle a échoué à suivre les règles. Quelles sont les règles? Silas a levé 3 doigts. 1. Vous administrez les médicaments et changez les pansements à 0,80 et 20 000 heures. Aucune exception. 2. Vous ne lui parlez pas à moins que ce ne soit une nécessité médicale. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre patient. Il est votre employeur. 3. En aucune circonstance, vous ne le touchez sans sa permission verbale explicite, à moins qu'il ne soit inconscient. Clara a regardé le contrat. Le chiffre du salaire était stupéfiant. 20 000 une semaine. Argent liquide 2 semaines. Elle avait juste besoin de durer 2 semaines et elle pourrait rembourser entièrement la dette de son père. Je peux gérer des patients difficiles, a dit Clara, signant son nom. Silas a souri, une torsion cruelle des lèvres. Monsieur Volkov n'est pas difficile, mademoiselle Mitchell. Il est enragé. L'aile ouest du domaine était scellée par une lourde porte en chêne qui nécessitait un scan biométrique. Silas a glissé son pouce et la serrure s'est désengagée avec un bruit sourd et lourd. « Vous êtes seul à partir d'ici, » a dit Silas. « La cuisine est approvisionnée. Votre chambre est la première à gauche. Sa suite est au bout du couloir. Il a manqué sa dose du matin d'antibiotiques. Réparez-le. » Silas s'est retourné et était parti, la lourde porte se verrouillant derrière lui. Clara était piégée. Le couloir était sombre, éclairé seulement par des lumières de sol encastrées. L'air sentait l'antiseptique et quelque chose de métallique sang. C'était calme, le genre de silence qui se sentait lourd, comme l'air avant un orage. Clara est allée à sa chambre d'abord pour laisser son sac. C'était luxueux mais stérile, comme une chambre d'hôtel haut de gamme. Elle s'est changée en ses tenues d'hôpital, bleu marine, pratique. Elle a attaché ses cheveux en arrière, a vérifié ses poches pour sa lampe stylo et son stéthoscope, et a pris le plateau médical que Silas avait laissé sur la table du couloir. Il contenait une poche de vin commis, un kit IV frais et des fournitures pour pansement de plaies. Elle a marché jusqu'au bout du couloir. Les doubles portes de la suite parentale étaient entr'ouvertes. « Monsieur Vulov » a-t-elle appelé doucement. « Je suis Clara. Je suis votre nouvelle infirmière. » Pas de réponse, juste le son de la pluie martelant contre les fenêtres du sol au plafond. Elle a poussé la porte ouverte. La pièce était un désastre. Une chaise était renversée. Un vase de fleurs gisait brisé sur le sol, l'eau s'imprégnant dans un tapis personne cher. Au centre de la pièce se trouvait un lit king size et massif, les draps emmêlés, mais le lit était vide. Clara a scanné la pièce. Monsieur Volkov, mouvement dans le coin. Ombre se séparant de l'ombre. Il était assis dans un fauteuil en cuir à dossier haut face à la fenêtre, caché dans la pénombre. Tout ce qu'elle pouvait voir était la silhouette de larges épaules et la lueur d'une cigarette. Nécessité médicale, une voix a râpé. Cela sonnait comme du gravier frottant ensemble. « Sortez !» Clara a avancé, ses instincts d'infirmière supplantant sa peur. « Fumer est strictement interdit avec les antibiotiques que vous êtes supposé prendre. Cela resserre les vaisseaux sanguins et inhibe la guérison. » La chaise a tourné violemment. Clara a haleté. Nikolai Vulov était terrifiant. Il était torse nu, son torse enveloppé de bandages ensanglantés qui semblaient vieux de plusieurs jours. Il était énorme, facilement imitatrice, avec des muscles qui s'enroulaient serrés sous une peau pâle et cicatrisée. Mais c'était son visage qui la retenait. Pommette haute, une mâchoire taillée dans le granit, et des yeux qui étaient de la couleur de la glace glaciaire,
froid, bleu et brûlant de fièvre. Une barbe sombre couvrait sa mâchoire et la sueur a lustré son front. Il ressemblait à un ange déchu qui était sorti de l'enfer en rampant et était énervé à ce sujet. « Je n'ai pas demandé une conférence », a grogné Nikolai, se levant. Il a légèrement vacillé. Il était sceptique. Elle pouvait le dire juste en le regardant. « J'ai demandé de la solitude. »« Vous avez de la fièvre », a dit Clara, sa voix stable, malgré son cœur martelant contre ses côtes. Elle a posé le plateau sur une table d'appoint. « Et vous saignez à travers votre pansement. Si je ne nettoie pas cela, vous perdrez le tissu. Peut-être tout le bras. »« Laissez-le pour rire », a-t-il craché. Il a tiré une bouffée de cigarette, la défiant de l'arrêter. Clara a regardé le vase brisé sur le sol. Cet homme souffrait, et il s'en prenait à elle parce que c'était le seul contrôle qui lui restait. Il était habitué à être le prédateur, et la blessure l'avait fait se sentir comme une proie. « Je ne vais pas le laisser pourrir », a dit Clara, s'approchant. « Asseyez-vous !» Nikolai a ri, un son sombre et humoristique. Il a fait un pas vers elle, la dominant, utilisant sa taille pour intimider. Il sentait le tabac, la sueur et la masculinité brute. « Savez-vous qui je suis, petite infirmière? Je sais que vous êtes un patient avec un rythme cardiaque au repos de probablement 110 et une température de 103. » A riposté Clara, inclinant son menton vers le haut pour le regarder dans l'œil. « Et je sais que vous avez peur. » La pièce est devenue mortellement silencieuse. Les yeux de Nikolai se sont rétrécis. « Peur. Peur d'être faible, » a clarifié Clara. « Maintenant, asseyez-vous ou je vous sédate. Et je suis très bonne avec une aiguille. » Pendant qu'une seconde, elle a pensé qu'il allait la frapper. Sa main a tressailli. La tension était un poids physique dans la pièce. Alors l'adrénaline a semblé s'écouler de lui. Il a trébuché, agrippant le dossier de la chaise. La fièvre gagnait. « Vous avez 5 minutes, » a-t-il grogné, s'enfonçant dans le fauteuil en cuir. « Si vous me blessez, je casse vos doigts. »« Marchez !» a chuchoté Clara. Elle a travaillé rapidement. Elle s'est agenouillée à côté de lui, coupant les bandages souillés. La plaie était une déchirure déchiquetée le long de son oblique et de ses côtes inférieures. Une éraflure d'une balle de gros calibre qui avait emporté un morceau de chair. C'était en colère, rouge et suintant du pus. « Cela a besoin de points refaits », a-t-elle murmuré, concentrée sur la tâche et un drain. « Juste bandez-le », a-t-il ordonné à travers des dents serrées. Clara l'a ignoré. Elle a nettoyé la plaie avec du sérum physiologique. Il a tressailli, ses muscles se transformant en roche sous ses mains. « Respirez », a-t-elle instruit doucement. Sans penser, elle a placé sa main libre sur son genou pour le stabiliser. Règle numéro 3, ne le touchez pas. La main de Nikolai a jailli, attrapant son poignet dans une prise d'étau. Sa peau était brûlante. « J'ai dit », a-t-il chuchoté, son visage à quelques centimètres du sien. « Bandez-le. » Clara ne s'est pas retirée. Elle a regardé sa main sur son poignet, puis dans ses yeux. « Je ne peux pas faire mon travail si vous me combattez, Nikolai. » Utiliser son prénom était un pari. C'était une intimité qu'il n'avait pas accordée. Ses yeux se sont légèrement élargis. Surpris par son audace, il l'a fixée, la regardant vraiment pour la première fois. Il a vu les cernes sous ses yeux, le col effiloché de ses tenues d'hôpital, la détermination de sa mâchoire. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne tremblait pas. Lentement, il a relâché son poignet. « Faites-le correctement », a-t-il marmonné, regardant par la fenêtre. « Mais si vous vous attardez, vous êtes viré. » Clara a expiré un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle a préparé l'aiguille. Elle l'a recousue, ses mouvements précis et doux. Elle a mis en place la ligne avare pour les antibiotiques. Quand elle a eu fini, elle a vérifié sa température. « 102,8, je dois vous vérifier dans 4 heures, » a-t-elle dit, ramassant les déchets sanglants. « Ne revenez pas avant le matin, » a-t-il râpé, fermant ses yeux. «
Je reviendrai quand le protocole le dictera, a dit Clara fermement. Elle a marché jusqu'à la porte. Infirmière, a-t-il appelé juste au moment où elle atteignait le seuil. Elle s'est retournée. Laissez le whisky. Il a pointé un décanteur sur l'étagère. Cela interfère avec les médicaments, a-t-elle dit. Laissez-le. Clara a hésité. Alors elle a marché, a attrapé le décanteur en cristal de whisky et est sortie par la porte avec lui. « Hé !» a-t-il rugi, essayant de se lever. « Hydratez-vous avec de l'eau, monsieur Vulov !» a-t-elle crié en retour, claquant la lourde porte en chaîne et la verrouillant de l'extérieur. Elle s'est appuyée contre le mur du couloir, ses jambes cédant finalement au tremblement. Elle a glissé jusqu'au sol, serrant la bouteille de whisky chère contre sa poitrine. Elle avait survécu la première heure et elle venait de voler de l'alcool à un aube de la mafia. À l'intérieur de la pièce, Nikolai Vulov a fixé la porte fermée. La douleur dans son côté était une pulsation sourde maintenant, meilleure que l'agonie aiguë d'avant. Il a regardé son côté bandé. C'était soigné. « Professionnel » a-t-il ri, un son sec, rouillé. « Elle a volé mon scotch » a-t-il chuchoté à la pièce vide. Pour la première fois en 3 semaines, il n'a pas ressenti l'envie de mettre une balle à quelqu'un. Il a ressenti quelque chose d'autre. Curiosité. Mais la curiosité était dangereuse pour elle, parce que Nikolai savait quelque chose que Clara ne savait pas. La balle qu'il avait frappée n'était pas d'un ennemi. Elle venait d'un traître à l'intérieur de cette même maison. Et en marchant par cette porte, Clara Mitchell s'était juste placée directement dans le viseur. Le lendemain matin, le ciel était de la couleur d'une prune contusionnée. L'orage n'avait pas éclaté. Il s'était juste installé en une bruine maussade et lourde. Clara n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit dans la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement du système de sécurité high-tech et le martèlement de son propre cœur. À 0,60, son téléphone avait vibré. Mick, 36 heures. J'espère que ton père aime marcher parce qu'il n'en fera pas beaucoup après-demain. Elle avait supprimé le message, lavé son visage à l'eau froide et remis son armure. Les tenues d'hôpital bleu marine, la queue de cheval serrée, le masque professionnel. À 45, elle se tenait dehors devant les portes en chaîne. Entrez. La voix de Nikolai est venue par l'interphone. C'était plus fort qu'hier, mais toujours bordé de douleur. Clara a glissé sa carte clé. La pièce était plus propre qu'elle ne l'avait laissée. Quelqu'un, probablement le personnel silencieux qui se déplaçait dans la maison comme des fantômes, avait nettoyé le tapis et retiré le vase brisé. Nikolai était dans le lit appuyé contre une montagne d'oreillers. Il portait un t-shirt noir qui collait à sa poitrine, son bras bandé reposant sur un oreiller. Il travaillait. Un ordinateur portable était ouvert sur ses genoux et il tapait avec sa bonne main, ses yeux scannant un flux de données qui ressemblait à des manifestes d'expédition. « Vous êtes en retard », a-t-il dit sans lever les yeux. « Il est 0,80 exactement », a compté Clara, posant le plateau. Petit déjeuner, flocons d'avoine, fruits, café noir et vos médicaments. Nikolai a fermé l'ordinateur portable. Il a regardé les flocons d'avoine avec un profond dédain. « Je ne mange pas de la boue. Vous avez besoin d'aliments mous. Votre corps combat une infection. La digestion prend de l'énergie que vous n'avez pas. » Clara a ramassé le bol. « Mangez. »« Non, monsieur Vulov. » Nikolai a-t-il corrigé, ses yeux se fixant finalement sur les siens. Ils étaient plus clairs aujourd'hui, la fièvre ayant cassé légèrement, ce qui n'a fait que rendre son regard plus perçant. « Si vous allez me harceler comme une femme, utilisez mon nom. » Clara a senti une rougeur monter dans son cou, mais elle l'a ignorée. Nikolai, mange ces maudits flocons d'avoine. Il a souri d'un air suffisant. Cela a changé complètement son visage, le transformant d'un monstre en quelque chose de dangereusement charmant. Vous êtes très courageuse pour quelqu'un de si petit. Silas me dit que vous avez des dettes. Clara s'est figée. La cuillère planait à mi-chemin vers le bol. Silas a fait une vérification d'antécédents, a dit Nikolai avec désinvolture,
rouvrant son ordinateur portable. Clara R. Mitchell, diplômée majeure de sa promotion, renvoyée de St. Mary's pour insubordination. Vous avez discuté avec un chirurgien senior qui a fait une erreur. Père Jeremiah Mitchell, joueur, débiteur, devant actuellement 50 000 $ au syndicat Ali. Clara a posé le bol lentement. Ses mains tremblaient. Est-ce pour ça que vous m'avez embauché? Parce que vous saviez que je ne pouvais pas dire non. Je vous ai embauché parce que vous étiez les seuls assez désespérés pour venir ici qui n'étaient pas une assassine, a dit Nikolai. Mais sachez ceci, Clara, les alliés sont des charognards. Si vous faites votre travail, je m'occuperai d'eux. Je n'ai pas besoin que vous gériez mes problèmes. Est claqué Clara, son orgueil piquant. J'ai besoin de faire mon travail pour pouvoir être payé et les gérer moi-même. Têtu, et murmurait Nikolai. Il a tendu la main vers le café, ignorant la nourriture. J'aime têtu. Cela signifie que vous ne casserez pas quand les choses deviendront bruyantes. Bruyant. Mes ennemis savent que je suis blessé. Ils encerclent. Ce portail dehors n'est pas juste pour le spectacle. Alors concentrez-vous sur vos soins infirmiers. Si les balles commencent à voler, restez au ras du sol. Clara l'a fixé. C'était de la folie. Elle discutait des flocons d'avoine avec un homme qui discutait de la guerre des gangs imminente, comme si c'était le bulletin météo. Si vous voulez survivre à une fusillade, a dit Clara, repoussant le bol vers lui, vous avez besoin de votre force. Mangez. Nikolai l'a fixé pendant 5 longues secondes, l'air crépitait. C'était un concours de volonté, pur et simple. Il testait ses limites, voyant si elle allait reculer. Elle ne l'a pas fait. Finalement, Nikolai a laissé échapper un souffle d'agacement, a attrapé la cuillère et a pris d'une bouchée. Ça a le goût de carton mouillé. C'est plein de fibres. Bon pour vous, il a mangé la moitié du bol, la regardant tout le temps. Quand il a eu fini, il a tendu son bras pour la perfusion IV fraîche. Vous avez un toucher léger, a-t-il commenté tandis qu'elle glissait l'aiguille. J'ai eu beaucoup de pratiques sur des veines gériatriques. Elles roulent. Mes veines ne roulent pas, a-t-il dit, sa voix baissant d'une octave. Elles se battent. Clara a scotché la ligne. Elle était proche de lui maintenant, sentant le savon qu'il utilisait. Bois de santal et acier. Il n'avait plus de fièvre. Il était juste chaud. Je dois vérifier la plaie, a-t-elle dit, reculant. Elle a soulevé sa chemise. La rougeur avait diminué, mais les ecchymoses étaient spectaculaires. Une toile de violet et de noir s'étalant sur ses côtes. Tandis qu'elle palpait la zone doucement, Nikolai a sifflé. « Désolé, a-t-elle chuchoté. « Ne vous excusez pas, a-t-il grogné. La douleur est information. C'est une vision du monde très sombre. C'est la vision du monde d'un survivant. » Il a regardé le haut de sa tête. « Pourquoi n'avez-vous pas couru quand vous avez vu que c'était moi? » Clara a fini le pansement et s'est levée. « Parce que mon père n'a pas une vision du monde de survivant. Il a juste de la malchance. Et je suis la seule qui peut le sauver. » Nikolai l'a étudié. Loyauté, rare. Stupidité surtout. Clara a soupiré. Elle a rassemblé ses affaires. « Je serai de retour à midi. » Clara a-t-il dit. Elle a marqué une pause à la porte. « Le whisky? » Il a dit. « Ramenez-le. » « Non, je suis le patron et je suis l'infirmière. Et jusqu'à ce que cette infection soit partie, je vous surpasse en rang. » Elle est sortie. Tandis que la porte se fermait en cliquant, elle a entendu un rire bas, genuin, de l'autre côté. C'était le son le plus terrifiant qu'elle avait entendu jusqu'à présent, parce que cela la faisait l'aimer, et aimer Nikolai Voulov était une erreur fatale. Au 3e jour, la routine s'était installée dans un rythme étrange et tendu. Les médicaments, les changements de pansement, les arguments sur la nourriture, les regards prolongés qui duraient une seconde de trop. Mais en dehors du sanctuaire de l'aile ouest, l'atmosphère dans la maison changeait. Silus était plus tendu, plus agité. Des gardes de sécurité avec des fusils d'assaut patrouillaient les couloirs maintenant, pas juste le périmètre. La maison se sentait comme une forteresse assiégée.
Il était 2 heures du matin le jeudi quand Clara Hara s'est réveillée. Elle n'avait pas bien dormi. Le lit était trop mou, le silence trop profond. Elle avait soif. Elle est sortie de sa chambre pieds nus, ne portant qu'un T-shirt surdimensionné et un short de pyjama. Elle a avancé à pas feutrés dans le couloir vers la cuisine. Tandis qu'elle passait la bibliothèque, une pièce que Silas utilisait comme centre de commandement. Elle a entendu des voix. Cela doit être ce soir. Clara Hara s'est figée. La voix n'était pas celle de Silas. C'était plus haut, plus près. Elle s'est pressée contre le mur, retenant sa respiration. Le patron est faible, la voix a continué. L'infirmière le distrait. Les capteurs dans le jardin sont bouclés. Vous avez une fenêtre de 10 minutes. Le sang de Clara Hara est tourné 2 fois. Traître. Et la fille, une seconde voix, a demandé « Tu es là aussi, pas de témoin. » Les O'Mall veulent le message envoyé fort et clair. Clara Hara a claqué une main sur sa bouche pour étouffer un halètement. Les O'Mallaises, les mêmes personnes détenant la dette de son père, orchestraient d'un coup sur Nikolai, et elle était un dommage collatéral. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte, la panique a surgi. Si elle courait à sa chambre, il pourrait ne la voir. Elle a couru de l'autre côté vers l'aile ouest. Elle n'avait pas sa carte-clé. Elle l'avait laissée sur sa table de chevet. Elle a atteint la lourde porte en chêne, verrouillée. Mince, a-t-elle chuchoté, des larmes piquant ses yeux. Elle a regardé en arrière. La poignée de la porte de la bibliothèque tournait. Elle a fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle a martelé son poing sur le bois. Nikolai, derrière la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Un homme est sorti. Arthur, le chef de la sécurité de nuit. Il l'a vu. Sa main est allée au pistolet sur sa hanche. « Mademoiselle Mitchell, » a dit Arthur, sa voix douce et mortelle. « Vous devriez être au lit. »« J'ai entendu un bruit, » a balbutié Clara Hara, reculant contre la porte. « Je dois vérifier le patient. »« Le patient va bien, » a dit Arthur, marchant vers elle lentement. « Mais vous semblez angoissé. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi? » Il a sorti le pistolet. Un silencieux était attaché. Clara Hara a serré ses yeux fermés. « Je suis désolé, papa. » Clic. Bip. La porte derrière elle s'est ouverte en sifflant. Une main a jailli, grande, cicatrisée et incroyablement rapide. Elle a attrapé Clara Hara par le dos de sa chemise et l'a tirée en arrière dans l'obscurité de la chambre. Clara Hara a trébuché, tombant sur le sol dur. Nikolai se tenait dans l'embrasure de la porte, ne portant rien d'autre qu'un pantalon de survêtement gris. Dans sa main était un Sig Sauer P226. Arthur s'est figé. « Chef, j'étais juste thip-flip. » 2 coups ont envoyé une masse. Arthur est tombé au sol sans un bruit, ses yeux grands ouverts de choc. Nikolai a appuyé sur un bouton sur le mur. Et la lourde porte s'est refermée avec un bruit sourd et s'est verrouillée avec une série de cliquetis métalliques qui sonnaient comme un plafond de chambre forte. Il s'est tourné vers Clara Hara. Il n'était pas le voyou charmant du matin. Il était le diable. Ses yeux étaient noirs, sa respiration lourde. L'effort avait déchiré ses pointes de suture. Du sang frais fleurissait sur le bandage blanc autour de ses côtes. « Debout », a-t-il ordonné. Clara Hara s'est levée en catastrophe, tremblant si fort que ses dents claquaient. Il allait. Il était la fuite, a dit Nikolai calmement, engageant la sécurité de son pistolet. Je le soupçonnais. J'avais juste besoin qu'il fasse un mouvement. Il l'a regardé, son regard balayant sa forme tremblante, ses jambes nues, la terreur dans ses yeux. Il a avancé. « Êtes-vous blessé? » « Non, a-t-elle couiné. « Bien. » Il a grimacé, saisissant son côté. Il a vacillé. « Nikolai. » Clara Hara s'est précipitée en avant, le rattrapant alors qu'il s'affaissait. Il était lourd, un poids mort, mais elle a réussi à le guider jusqu'au bord du lit. « Vous l'avez déchiré, » a-t-elle crié, regardant le sang imbiber sa ceinture.
Espèce d'idiot. Vous avez tiré sur un homme et déchiré vos pointes de suture. Il allait vous tuer. Nikolai a grogné, appuyant sa tête contre la tête de Lee. Je n'aime pas que les gens touchent mes affaires. Clara a marqué une pause, ses mains planant au-dessus des bandages. Vos affaires, mon infirmière, a-t-il corrigé, mais la correction manquait de conviction. Il l'a regardé alors, l'a vraiment regardé. L'adrénaline s'est estompée, laissant une tension électrique brute dans la pièce. Ils étaient seuls. Un corps mort était dans le couloir. L'orage faisait rage dehors. Clara, a-t-il chuchoté. Je dois chercher le kit de suturer, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Attendez. Il a tendu la main, sa main enveloppant sa joue. Son pouce a effleuré sa lèvre inférieure. Sa peau était rugueuse, cailleuse, mais son toucher était étonnamment doux. Règle numéro 3, ne le touchez pas. Mais il la touchait. Vous les avez entendus, a-t-il dit doucement. Vous les avez entendus parler des O'Mals? Oui, a-t-elle chuchoté. Ils ont dit que les capteurs sont bouclés. Ils ont dit qu'ils venaient ce soir. Les yeux de Nikolai se sont durcis. Il a retiré sa main. Le moment d'intimité brisé par la réalité de la guerre. Alors nous n'avons pas le temps pour des pointes de suture, a-t-il dit, se levant, ignorant la douleur. Il s'est déplacé vers un panneau caché dans le mur, tapant un code. Il s'est ouvert en coulissant pour révéler un râtelier d'armes et de moniteurs. Silus a-t-il aboyé dans une radio. Code rouge. La brèche est interne. Arthur est à terre. Le secteur 4 est compromis. Réveillez les gars. Il s'est tourné vers Clara. Il a attrapé un gilet en Kevlar du râtelier et l'a jeté sur elle. Mettez ceci. Et vous? Je n'ai pas besoin d'un gilet, a-t-il dit, armant la glissière d'un fusil de chasse. J'ai de la rage. Nikolai, vous ne pouvez pas vous battre, écriait Clara attrapant son bras. Vous vous videz de votre sang. Il a regardé sa main sur son bras. Il ne s'est pas retiré. Il a couvert sa main avec la sienne. Clara, a-t-il dit, sa voix basse et intense. Ce soir, je ne suis pas un patient. Ce soir, je suis la raison pour laquelle ils ont peur du noir. Maintenant, restez près de moi. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas moi ou Silas, vous criez. Les lumières dans la maison se sont soudainement coupées. La pièce a plongé dans l'obscurité totale. Ils sont ici, a chuchoté Nikolai. Il a attrapé sa main, entrelaçant leurs doigts. Courez. Le couloir était un tunnel d'obscurité suffocante. La seule lumière venait de l'éclair occasionnel, déchirant le ciel à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond, illuminant la pluie qui fouettait le verre comme des éclats d'obus. Nikolai se déplaçait avec un silence qui n'aurait pas dû être possible pour un homme de sa taille, encore moins un qui saignait par son côté. Il tenait le fusil de chasse nivelé, guidant Clara d'une main ferme sur le dos de son gilet en Kevlar. « Restez derrière moi, a-t-il soufflé. Si je tombe, vous prenez le pistolet. »« Je ne sais pas tirer. » a sifflé Clara, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Pointez et tirez. C'est un fusil de chasse. Vous n'avez pas besoin de viser. Vous avez juste besoin de le vouloir. » Ils ont atteint le haut du grand escalier. Sous le foyer était une danse chaotique de faisceaux de lampes de poche coupant à travers la pénombre. Des voix criant des ordres en anglais rugueux, saccadés. Dégagez le rez-de-chaussée, trouvez le patron, trouvez la fille. Ils sont à l'intérieur, a chuchoté Clara, la terreur lui serrant la gorge. Pas pour longtemps, a répondu Nikolai. Il n'a pas reculé. Il a avancé. Il est sorti sur le palier, silhouetté par un éclair, ressemblant à un dieu vengeur. « Messieurs !» a rugi Nikolai, sa voix tonitruante résonnant sur les murs de marbre. « Vous semblez être perdus. » 3 faisceaux de lumière ont jailli vers lui. Boum! Le fusil de chasse a rugi. Le mercenaire en tête au bas des escaliers est volé en arrière, sa lampe de poche tournant sur le sol. Le chaos a éclaté. Des coupes de feu ont éclaté d'en bas.
Des balles ébréchant la balustrade en pierre près de la tête de Clara O'Hara. Elle a crié, tombant à genoux et couvrant sa tête. « Bougez !» Nicolas l'a attrapé, la traînant vers le couloir de l'aile est. Il a tiré à nouveau, à l'aveugle, gardant les têtes baissées, pendant qu'il la traînait dans l'ombre. Il était plus lent maintenant. Elle pouvait entendre le hoquet humide dans sa respiration. Le coup physique la rattrapait. « Cuisine, a-t-il grogné. « Ascenseur de service au garage. » Ils ont couru. Clara pouvait entendre des bottes martelant sur les escaliers derrière eux. Ils étaient chassés. Ils ont fait éruption dans la cuisine industrielle. Des comptoirs en acier inoxydable brillaient au clair de lune. Nicolas a claqué la porte et a poussé une lourde table de préparation devant elle. « Ça ne les retiendra pas, » a dit Clara, scannant la pièce pour une arme. Elle a attrapé une lourde poêle en fonte. Cela semblait ridicule, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Ça n'a pas besoin de le faire, » a haleté Nicolas. Il s'est appuyé lourdement contre le réfrigérateur, glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol. Le sang sur son côté n'était plus une tache, c'était un flux constant. Nicolas. Clara a laissé tomber la poêle et est tombée à genoux à côté de lui. Elle a pressé ses mains sur la plaie, appliquant une pression. « Vous perdez trop de sang. Nous devons arrêter de bouger. Si nous nous arrêtons, nous mourrons, » a-t-il murmuré, ses yeux clignotants fermés. Le code pour l'ascenseur. 1984. Nicolas, restez avec moi. La porte de la cuisine a tremblé alors que quelqu'un la cognait de l'autre côté. Alors un coup de feu a fait sauter la serrure. La porte s'est ouverte en balançant. 2 hommes sont entrés. Équipement tactique, lunettes de vision nocturne. Ils ont vu Nicolas sur le sol. « Cible acquise », a dit le premier, levant son fusil. Clara n'a pas pensé. Elle n'a pas calculé. Elle a réagi. Elle a attrapé la poêle en fonte qu'elle avait laissée tomber, a crié un son de pure rage primale et s'est lancée sur l'homme. C'était fou. C'était suicidaire, mais le mercenaire s'attendait à une civile craintive. Pas à une banshee avec des ustensiles de cuisine. Il a hésité pendant une fraction de seconde. Clang. Clara a balancé la poêle avec chaque once de désespoir dans son corps, se connectant avec le côté de son casque. Cela ne l'a pas assommé, mais cela l'a chancelé. Il a trébuché en arrière, son fusil tirant sauvagement vers le plafond. Le second homme a tourné son arme vers Clara. Pan! Pain! 2 tirs nets ont retenti du sol. Le second homme a laissé tomber un trou dans son front. Nicolas était toujours assis contre le réfrigérateur, le pistolet fumant dans sa main stable, comme un roc malgré son teint gris. Il a déplacé son viseur vers le premier homme, qui secouait la tête, essayant de se remettre du coup de Clara. Pan! 3 corps dans la cuisine. Le silence est revenu, lourd et retentissant. Clara se tenait là, poitrine haletante, serrant la poêle si forte que ses jointures étaient blanches. Elle a regardé les hommes morts. Elle a regardé Nicolas. « Vous » et sifflé Nicolas, un sourire sanglant tirant au coin de sa bouche, « êtes une lunatique. Je suis une infirmière. » A-t-elle sangloté, l'adrénaline s'effondrant. « Je suis supposé sauver des vies. »« Vous venez de sauver la mienne, » a-t-il dit. Soudain, les lumières ont clignoté et ont bourdonné en se rallumant. La cuisine était inondée d'une lumière fluorescente dure. L'ascenseur de service a sonné. Clara s'est retournée, levant la poêle à nouveau. Les portes se sont ouvertes, révélant Silas et 4 hommes qui semblaient sculptés dans le granit. Ils étaient lourdement armés. « Chef !» Silas s'est précipité en avant, son visage pâle. Nous avons dégagé le périmètre. Le reste d'entre eux s'est dispersé quand les lumières se sont rallumées. Silas a regardé le carnage dans la cuisine. Il a regardé le mercenaire mort avec le casque bosselé, puis Clara tenant la poêle à frire. « Avez-vous » a commencé Silas. « Ne demandez pas » a gémi Nicolas, essayant de se lever et échouant. Son pistolet a clatré au sol,
Ses yeux ont roulé en arrière dans sa tête. Nikolai. Clara a laissé tomber la poêle et l'a rattrapé avant qu'il ne touche les coraux. Emmenez-le à l'infirmerie. Maintenant, il est en choc hyperalimique. L'infirmerie au sous-sol était mieux équipée que la plupart des hôpitaux ruraux. Elle avait un champ stérile, un ventilateur et une pharmacie entièrement approvisionnée. Pour la prochaine heure, Clara n'était pas une otage, et elle n'était pas la fille d'un débiteur. Elle était l'infirmière en chef. Silus, coupez sa chemise. Vous me cherchez 2 unités de O négatif du réfrigérateur. Bougez. Les hommes, des tueurs terrifiants qui pouvaient briser des coups d'une main, se sont précipités pour obéir à ses commandes. Clara a travaillé avec une précision terrifiante. Elle a intubé Nikolai pour l'aider à respirer. Elle a mis en place un infuseur rapide pour le sang. Elle a nettoyé la plaie, qui était un gâchis de muscles déchirés et d'infections. Il a besoin de chirurgie, a-t-elle annoncé, ses gants glissant de sang. La balle d'il y a des semaines a fragmenté. Il y a un morceau appuyant sur une artère. Chaque fois qu'il bouge, cela le coupe. « Pouvez-vous le faire ?» a demandé Silas de l'autre côté de la table d'opération. « Je suis une infirmière en traumatologie, pas un chirurgien, » a dit Clara, sa voix tremblant légèrement. « Mais si nous attendons qu'un chirurgien arrive ici, il sera mort. »« Alors faites-le, » a dit Silas. « Nous vous faisons confiance. » Clara a pris une profonde inspiration. Elle a ramassé le scalpel. Pendant 40 minutes, le seul son dans la pièce était le bip rythmique du moniteur cardiaque et le cliquetis des ciseaux. Clara a fouillé dans la chair de l'homme le plus dangereux de Seattle. Elle a trouvé le fragment, un éclat de plomb dentelé de la taille d'un ongle, et l'a retiré. Compris, elle a expiré, le laissant tomber dans un plateau métallique avec un cliquetis. Elle a recousu l'artère, elle a fermé le muscle, elle a agrafé la peau. La TA se stabilise, a-t-elle noté, regardant le moniteur. Il va s'en sortir. Elle a retiré ses gants et s'est affalée contre le comptoir, ses jambes cédant finalement. Silas l'a attrapée par le coude, la stabilisant. « Vous avez bien fait, » a dit Silas. C'était la première fois qu'il lui avait parlé avec un respect genuin. « Est-ce qu'il va aller bien ?» a-t-elle demandé, regardant la forme pâle et inconsciente de Nikolai. « C'est une toux populaire. Il est trop têtu pour mourir, » a dit Silas. Il a tiré une chaise. « Asseyez-vous. Buvez de l'eau. » Clara s'est assise sirotant l'eau, regardant la montée et la descente de la poitrine de Nikolai. L'adrénaline était partie, ne laissant qu'une douleur creuse. « Silus » a-t-elle dit doucement. « Qui était-il » Silus s'est appuyé contre le comptoir, croisant ses bras. Son visage était sombre. Des mercenaires engagés par le syndicat Ali, mais ils avaient une aide interne. Arthur les a laissés entrer. « Pourquoi maintenant ?» a demandé Clara. « Pourquoi ce soir ?» Silus a hésité. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un téléphone portable. Il avait un écran fissuré. C'était le téléphone d'Arthur, a dit Silus. Nous l'avons déverrouillé. Il a tapoté l'écran et l'a tendu à Clara. Il y avait une chaîne de texte. Inconnu. La fille est à l'intérieur. Arthur a confirmé. C'est l'infirmière. Inconnue. Bien. Son père a couiné. Nous a dit exactement où elle est allée. Utilisez-la pour vous rapprocher de Vulov, puis tuez-les tous les deux. La dette est annulée si elle ouvre la porte. Clara a fixé l'écran. Les mots se sont brouillés. Son père a couiné. Non, a-t-elle chuchoté. Non, ce n'est pas possible. Mon père, il ne le ferait pas. Les joueurs deviennent désespérés, Clara, a dit Silas doucement, reprenant le téléphone. Les ALS ont probablement menacé de le tuer s'il ne leur disait pas où vous étiez. Il a échangé votre localisation contre sa vie. Clara s'est sentie comme si elle avait été frappée au ventre. Elle avait marché dans la fosse aux lions pour sauver son père. Elle avait repoussé des tueurs, recousu un chef de la mafia et failli mourir. Tout cela pour rembourser une dette pour un homme qui l'avait trahi. Elle s'est levée, la nausée la submergeant.
J'ai besoin d'air. Clara, vous ne pouvez pas sortir. J'ai juste besoin d'être loin d'ici, a-t-elle pleuré, les larmes débordant finalement. Elle a couru hors de l'infirmerie, montant les escaliers, et dans le salon principal. L'orage était passé. La lune était dehors, brillant à travers les trous de balles dans les fenêtres. Elle s'est recroquevillée sur l'un des canapés blancs immaculés et a pleuré. Elle a pleuré pour la trahison de son père, pour le sang sur ses mains, pour la réalisation terrifiante qu'elle était plus en sécurité avec un impitoyable patron de la mafia qu'elle ne l'était avec sa propre famille. Elle ne l'a pas entendu approcher. Elle a seulement réalisé qu'il était là quand une lourde couverture a été drapée sur ses épaules. Elle a levé les yeux. Nikolai se tenait là. Il vacillait légèrement, s'appuyant sur un pied à perfusion qu'il avait traîné en haut des escaliers. Il était pâle comme un drap, portant un pantalon de survêtement frais et pas de chemise, les pansements frais d'un blanc éclatant contre sa peau. Vous devriez être au lit, a octé Clara, essuyant ses yeux. Vous aussi, a-t-il râpé. Il s'est assis à côté d'elle sur le canapé. Il n'a rien dit pendant longtemps. Il s'est juste assis là, sa présence une encre solide et chaude. Salas m'a dit, a dit Nikolai finalement. Je suis désolé, a chuchoté Clara. C'est ma faute. Ils sont venus à cause de moi. Ils sont venus parce qu'ils veulent mon territoire, a corrigé Nikolai fermement. Votre père n'était qu'un outil qu'ils ont utilisé. Ne prenez pas le crédit pour la malice des hommes mauvais. Il m'a vendu, Nikolai, mon propre papa. Nikolai a tourné sa tête pour la regarder. Ses yeux bleus étaient sombres, insondables. Famille comme une lignée, Clara. La loyauté est un choix. Votre père a fait son choix. Il a tendu la main, prenant sa main. Sa prise était faible, mais possessive. Vous avez sauvé ma vie 2 fois ce soir, a-t-il dit. Selon les lois de mon peuple, je vous dois maintenant une dette de vie. Je ne veux pas une dette, a dit Clara. Je veux juste rentrer à la maison, mais je n'ai plus de maison. Non, a dit Nikolai, vous n'en avez pas. Il lui a serré la main. Les O'Mall savent qui vous êtes maintenant. Si vous quittez cette maison, vous êtes morte. Si vous retournez chez votre père, vous êtes morte. Clara l'a regardé, la peur revenant. Alors, je suis une prisonnière. Non, a dit Nikolai. Il a levé sa main, l'amenant à ses lèvres. Il a embrassé ses phalanges, ses yeux ne quittant jamais les siens. Vous êtes sous ma protection, et demain nous allons rendre visite à Monsieur Ali. Et votre père. Vous ne pouvez pas marcher, a argumenté Clara faiblement, bien que son cœur battait la chamade à la sensation de ses lèvres sur sa peau. Je n'ai pas besoin de marcher, a dit Nikolai, un sourire froid et impitoyable se répandant sur son visage. J'ai une armée et j'ai une infirmière très en colère. 8 heures plus tard, les analgésiques s'estompaient et Nikolai Voulov était de mauvaise humeur. Il se tenait devant le miroir pleine longueur dans son dressing. Le costume italien sur mesure cachait la majeure partie des bandages autour de ses côtes, mais il ne pouvait pas cacher la raideur de son mouvement ou la pâleur dangereuse de sa peau. Clara se tenait derrière lui, les bras croisés, portant une robe noire. Sis avait procuré pour elle. C'était simple, élégant et très éloigné des tenues d'hôpital dans lesquelles elle était arrivée. « Vos points de suture cèdent », a-t-elle dit platement. « Je peux vous voir grimacer dans le reflet. » La douleur est entièrement psychologique, a menti Nikolai, ajustant ses manchettes. Il s'est tourné pour lui faire face. L'intensité de son regard n'avait pas diminué, mais la distance glaciale avait disparu. Elle avait été remplacée par une chaleur possessive qui a fait haleter Clara. « Êtes-vous prête à vous regarder commettre un meurtre? »« Pas particulièrement. À regarder la justice être rendue, » a-t-il corrigé. Il a marché vers elle, envahissant son espace jusqu'à ce qu'elle doive incliner sa tête en arrière pour le regarder. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une petite boîte en velours. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague en platine avec un diamant solitaire si grand qu'il semblait lourd.
Clara l'a fixé. Qu'est-ce que c'est, un mensonge? A dit Nikolai. Il l'a retiré de la boîte et a pris sa main gauche. Ali ne respecte que deux choses, la violence et la propriété. Si vous entrez là en tant que mon infirmière, il voit une faiblesse. Si vous entrez là en tant que ma fiancée, il voit une alliance. Il a glissé la bague sur son doigt. Elle allait parfaitement. Elle se sentait froide et lourde, une entrave et un bouclier tout à la fois. C'est juste pour le spectacle, a-t-elle chuchoté, son cœur battant contre ses côtes. Nikolai n'a pas répondu. Il a juste passé son pouce sur le diamant, puis lui a offert son bras. « Allons-y, ma chère. » Le convoi était composé de 4 vieux et noirs. Ils ne se sont pas dirigés vers le centre-ville étincelant. Ils se sont dirigés vers les quais industriels où l'air sentait les fumées de diesel, le bois pourri et les secrets. Ils se sont arrêtés devant un entrepôt en tôle ondulée entouré de conteneurs d'expédition rouillés. Silas et 6 de ses hommes sont sortis les premiers, sécurisant le périmètre avec des fusils d'assaut tenus lâchement à leur côté. Silas a ouvert la porte pour Nikolai et Clara. Ils sont à l'intérieur, a confirmé Silas. O'Malley a amené 4 gars. Votre père est désarmé. Nikolai a hoché la tête. Il a pris la main de Clara, sa main à bague, et l'a conduite vers l'entrée de l'entrepôt. À l'intérieur, l'espace était caverneux et faiblement éclairé par des lumières au sodium scintillantes. Au centre du sol en béton se tenait Declan O'Malley, un homme trapu en costume bon marché avec un visage comme de la pâte froissée. Derrière lui, recroquevillé près d'une pile de palettes en bois, était assis Jerry Mitchell sur une chaise pliante. Il semblait plus petit que Clara se souvenait, pathétique et tremblant. Quand ils sont entrés, Ali a gonflé sa poitrine. « Vous, Love, j'ai entendu que vous étiez mort. J'étais sur le point d'ouvrir une bouteille pour célébrer. L'éjaculation précoce semble être un problème récurrent pour vous, Declan, a dit Nikolai doucement, sa voix résonnant dans le vaste espace. Il n'a pas arrêté de marcher jusqu'à ce qu'il soit à 3 mètres. Il a gardé Clara serrée contre son côté. Les yeux d'O'Malley ont dardé vers Clara, puis vers le rocher massif sur son doigt. Son sourire en coin affaibli. « Qu'est-ce qu'il y a avec la nana? Je pensais que vous étiez ici pour payer la dette de son vieil homme. »« La dette est annulée, » a dit Nikolai. « Ce n'est pas comme ça que les affaires marchent, vous, Love. Ça l'est quand le créancier essaie de m'assassiner dans ma propre maison. » La voix de Nikolai est tombée à ce chuchotement grêlé terrifiant. « Vous avez brisé la paix, Declan. Vous avez engagé des amateurs et vous avez utilisé un rat pour le faire. » Nikolai a fait un geste avec sa main libre. Silas a avancé, traînant Jerry Mitchell par le col de sa veste déchirée et le jetant sur le béton au pied de Clara. Jerry a levé les yeux, ses yeux larmoyants d'alcool et de peur. « Clara, petite fille, tu dois m'aider. Dis-lui que je t'aime. » Clara a regardé l'homme qui l'avait élevé, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, l'homme qui avait échangé sa vie pour 50 000 $ pour couvrir un déficit de blackjack. Elle a ressenti une profonde tristesse douloureuse. Mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait, comme de l'acier se trempant dans le feu. « Tu aimes plus les tables, papa ?» a dit Clara, sa voix dépourvue d'émotion. « Non, Clara, écoute. Ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils me casseraient les jambes. » Jerry a sangloté, rampant vers ses pieds. « Alors, vous les avez laissés essayer de me mettre une balle dans la tête à la place? » Clara a reculé, le dégoût se levant dans son estomac. « Je suis entré dans cette maison pour vous sauver. J'ai failli mourir pour vous et vous m'avez trahi. » Elle a levé les yeux vers Nikolai. « J'en ai fini avec lui. » Nikolai a hoché la tête lentement. Il a regardé Mali. « Vous vouliez 50 000 $ pour la dette Mitchell. Voici ma contre-offre. » Nikolai a levé sa main droite. Il tenait un briquet plaqué or. Il l'a ouvert d'un coup. Silas et ses hommes ont levé leurs fusils simultanément. Le clac, clac, clac métallique des sécurités. Se désengageant a rempli l'entrepôt. Les hommes d'O'Malley ont tendu la main vers leur ceinture. Mais ils étaient trop lents,
Ils étaient inférieurs en nombre 3 contre 1. Attendez, vous, Love, attendez. Nous pouvons parler affaires, Ali a balbutié, levant les mains. Nous venons de le faire, a dit Nikolai. Il a laissé tomber le briquet allumé sur une traînée de liquide sur le sol que Clara Hara n'avait pas remarqué avant. Accélérant, un mur de feu a jailli entre l'équipe de Nikolai et les Alales. « Allons-y, a dit Nikolai. Tournant le dos aux flammes et aux hommes criants, ils sont sortis de l'entrepôt, tandis que l'alarme incendie commençait à hurler. Silas et les hommes sont restés derrière pour s'assurer que la négociation se concluait de manière permanente. Dehors, l'air marin se sentait plus propre, même mélangé à la fumée. Nikolai s'est appuyé lourdement contre le VUS, son visage gris de douleur. L'adrénaline était partie. « Vous allez bien ?» a demandé Clara Hara instinctivement, tendant la main vers son poignet pour vérifier son pouls. Il a attrapé sa main. « Je vais bien. La dette est partie, Clara Hara. Vous êtes libre. » Clara Hara a regardé en arrière l'entrepôt en feu, puis la bague à son doigt. Elle a pensé à son petit appartement, aux factures en retard, à la peur constante. Alors elle a regardé Nikolai Volkov, le monstre de Seattle, l'homme qui avait protégé son corps avec le sien quand les balles ont commencé à voler. « Non », a chuchoté Clara Hara, s'approchant de lui, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Je ne suis pas libre, et cette bague n'est pas un mensonge. » Nikolai l'a fixé, ses yeux bleus cherchant dans les siens tout signe d'hésitation. Il n'en a trouvé aucun. « Vous brisez toutes les règles, petite infirmière, a-t-il murmuré, seulement celles qui n'ont pas d'importance. » Il l'a tiré à lui, son bras passant autour de sa taille, ignorant la protestation de sa propre chair déchirée. Il l'a embrassé fort et profondément, juste là sur les quais sous le regard attentif de son armée. Cela avait le goût de la fumée, du danger et d'un futur qui était terrifiant de luminosité. Elle était entrée dans la fosse aux lions une victime. Elle en sortait une reine. Et Dieu aide quiconque essayait de toucher ce qui était à elle. Et c'est l'histoire de comment Clara Hara Mitchell s'est passée de se noyer dans les dettes à régner sur le monde souterrain de Seattle, à côté de l'homme que tout le monde craignait. C'est un conte tordu qui prouve que la loyauté n'est pas une question de lignée. C'est une question de qui est prêt à saigner pour vous. Et parfois, l'endroit le plus sûr est dans les bras de l'homme le plus dangereux de la pièce. Si vous avez apprécié cette romance mafieuse sombre et tordue, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que Clara Hara a fait le bon choix à la fin? Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Merci d'avoir regardé.